me présente, Evelyne Mousseau, agronome au groupe ProConseil. Je suis avec Raphaël Gendron, agronome aussi. Le groupe ProConseil, on est un club en agro-environnement en Montérégie. Puis on est une équipe d'agroéconomistes et d'agronomes en agro-environnement. Puis aujourd'hui, c'est notre premier webinaire. On espère que ça va être une expérience enrichissante pour tous. On va faire nos deux présentations une après l'autre. Je vais laisser Raphaël commencer avec sa présentation. Puis, si vous avez des questions tout au long de la présentation, à droite, vous avez à droite, je m'excuse, à droite de l'écran, vous avez possibilité de lever une petite main puis de nous écrire vos questions. Puis nous, on va vous répondre le plus possible en temps réel. Donc, je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Alors, c'est ça, comme Evelyne vous le disait, dans le fond, aujourd'hui, on va vous présenter deux projets qu'on a réalisés, qu'on réalise là, au cours des dernières années chez ProConseil. Un des deux projets porte sur l'azote à taux variable, puis l'autre, c'est un essai avec Scan et Y-Drop. Dans le fond, les sujets communs de ces deux essais-là, c'est la fertilisation azotée dans le maïs en poste levé et également le fait que les deux projets intègrent le concept Scan. Donc, étant donné que les deux projets intègrent Scan, je vais vous présenter premièrement qu'est-ce que le concept Scan pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec ça. Ensuite, je vais enchaîner avec la présentation de mon projet qui intègre Scan et Y-Drop. Puis, Evelyne va terminer avec la présentation de son projet d'azote à taux variable. Donc, pour ce qui est du concept Scan en tant que tel, je ne sais pas s'il y en a plusieurs parmi vous qui êtes familiers avec ça. On va partir justement à un sondage pour voir un peu là, si vous connaissez ça. Dans le fond, je vais vous expliquer, il y a plusieurs paramètres qui entrent en considération dans Scan. Scan, dans le fond, c'est un logiciel qui permet de faire des recommandations d'azote en poste levé dans le maïs grain. Ce logiciel-là a été développé après que Nicolas Tremblay d'Agriculture Agro et Alimentaire Canada ait fait une méta-analyse en 2010. Dans cette méta-analyse-là, il étudiait plusieurs facteurs, dont la texture de sol et la météo, pour savoir quels étaient les facteurs qui allaient influencer principalement la réponse du maïs à l'azote en poste levé. C'est ça, comme je vous disais, les deux principaux facteurs qu'il a identifiés, c'est la texture de sol puis les précipitations. Puis ce lien-là est exprimé dans le fond dans les deux tableaux que vous voyez, dans les deux graphiques que vous voyez à l'écran. Comme vous voyez, il y a un graphique qui est relié aux textures moyennes et l'autre aux textures fines. Dans les deux graphiques, on voit que l'axe vertical, dans le fond, c'est un rapport, donc un ratio entre le rendement obtenu pour une dose d'azote donnée et le rendement obtenu pour le témoin non fertilisé dans un essai donné. Donc, et l'axe horizontal, c'est la dose d'azote pour chaque essai. Également, dans chaque graphique, vous voyez deux courbes. La courbe orange, donc celle du bas dans les deux graphiques, c'est celle qui est pour un AWDR faible, alors que la courbe bleue, c'est pour un AWDR élevé. Qu'est-ce que l'AWDR, en fait? C'est un acronyme qui veut dire Abundant and Well Distributed Rainfall. Dans le fond, ça réfère aux précipitations qui ont lieu au cours d'une saison. Un AWDR faible veut dire qu'il y a peu de précipitations puis qu'elles sont sporadiques, tandis qu'un AWDR plus élevé, comme c'est le cas pour la courbe bleue, c'est vraiment une saison qui va être beaucoup plus pluvieuse avec des précipitations régulières. Donc, on voit que dans les deux textures, le maïs répondait moins à des plus grosses doses d'azote dans les saisons moins pluvieuses, alors que sa réponse à l'azote était beaucoup plus élevée quand la saison était plus pluvieuse. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que pour les textures moyennes versus les textures fines, l'échelle ici à votre gauche n'est pas la même pour les textures moyennes que les textures fines.
Donc, dans les textures moyennes, l'échelle est beaucoup plus grande. On voit là, vraiment que le maïs va répondre de façon d'autant plus importante, là, plus on va augmenter la dose d'azote qu'on va appliquer. Puis ici, le petit tableau qui est ici, ce qui l'illustre, c'est qu'est-ce que SCAN actuellement, au stade V6, prend en considération pour ce qui est du côté météo dans sa recommandation. Donc, SCAN, le jour 0, on est le jour où le producteur va fertiliser son maïs. Donc, SCAN, cette journée-là, va utiliser les données de précipitation des 15 jours précédant la journée de la fertilisation. Puis, il va également utiliser les prévisions météorologiques pour les 15 prochains jours. Il y a également d'autres facteurs qui sont pris en considération dans SCAN, donc le précédent cultural. Donc, vous savez que si on a un précédent de soya, il va y avoir une libération de l'azote qui va être faite l'année prochaine. Ensuite, la matière organique. Donc, un champ avec un haut taux de matière organique va avoir un potentiel de libérer beaucoup d'azote pour le maïs. Le rendement probable, un producteur qui suivrait, par exemple, chaque année son rendement de maïs champ par champ, il va connaître lesquels de ces champs ont tendance à lui donner un meilleur rendement, puis il va pouvoir inscrire là, le rendement qu'il pense pouvoir obtenir pour son maïs. Puis il va également y avoir un calcul là, de ratio entre le prix auquel le producteur va vendre son maïs grain et également le prix auquel il a payé, dans le fond, son kilogramme d'azote. Puis, enfin, les deux images que vous voyez en bas, c'est deux scénarios différents pour illustrer comment le sol et la météo vont faire varier une dose CAM. Donc, vous reconnaissez ici le triangle là, des différentes textures de sol. Ce qu'on voit ici, c'est que pour une même série de paramètres donnés, SCAN va recommander des doses allant de 150, 133 à 115 kg à l'hectare selon que le sol soit plus argileux, plus sableux ou plus laumeux. Puis ici, ce qu'on illustre, c'est dans le fond une saison où l'AWDR, donc les précipitations vont être plus faibles, alors tandis qu'ici, on illustre une saison où les précipitations vont être plus élevées. Donc, on va voir que pour un même site avec les mêmes caractéristiques, SCAN va vraiment s'adapter aux conditions de pluviométrie. Puis, dans ce cas-ci particulièrement, selon les précipitations qu'on va obtenir cette année-là, la dose pourrait avoir une différence d'environ 30 kg à l'hectare dans sa recommandation. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation de mon projet SCAN et Y-Drop. Donc, c'était la première année de ce projet-là. Donc, j'ai juste une année de résultats à vous présenter là, pour le moment. Dans ma présentation, je vais commencer tout d'abord avec les objectifs du projet. Ensuite, je vais présenter notre méthodologie. Ensuite, je vais enchaîner avec les résultats qu'on a obtenus en 2017. Donc, la présentation de certaines caractéristiques de nos sites, les rendements obtenus pour les différents traitements. Je vois que j'ai une question, donc je vais aller la voir tout de suite. OK. Est-ce que c'est pour ce qui est des raisons pour lesquelles on a développé le projet qui combinait SCAN avec Y-Drop, en fait, premièrement, je vais présenter qu'est-ce que Y-Drop pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans le fond, c'est le dispositif qui est illustré dans l'image que vous voyez. C'est quelque chose qu'on peut installer sur des arroseuses à haut dégagement. Puis, ça permet d'aller dans le maïs à des stades très avancés, comme les stades V8 à V10. Puis, ça permet aux producteurs d'aller placer de l'engrais azoté vraiment au pied des plants de chaque côté. Puis, comme je vais revenir au concept SCAN, dans le fond, comme je vous disais précédemment, SCAN actuellement est programmé pour vraiment faire des recommandations au stade V6. Puis, comme je vous disais, SCAN utilise les précipitations réelles tombées dans les 15 derniers jours et également va utiliser les prévisions météorologiques pour les 15 prochains jours. On se disait que en utilisant le Y-Drop et étant donné le fait que Y-Drop nous permet d'aller plus tard en saison placer notre azote, on pourrait certainement valoriser dans le fond une plus grande quantité de données réelles, donc des précipitations déjà réellement tombées. Et donc, on connaît mieux les conditions de notre saison actuelle.
Un autre avantage que White Drop, donc l'application tardive, peut amener sur nos fermes, c'est dans le fond la diminution des pertes d'azote sous différentes formes. On sait qu'il y a beaucoup d'azote qui est perdu par dénitrification, volatilisation, puis également par lessivage. Donc, la fertilisation tardive, dans le fond, en théorie, pourrait nous aider à peut-être appliquer moins d'azote puis à diminuer notre impact environnemental. Donc, on poursuit maintenant avec la méthodologie. Cette année, on a fait 4 sites en Montérégie-Est. Chez 4 différents producteurs, on a installé un dispositif qui ressemble à ceci. Le dispositif faisait 4 rangs de maïs de large sur une longueur de 12 mètres et comprenait 5 traitements répétés 4 fois, donc pour un total de 20 parcelles. Les 5 traitements, ils sont présentés ici. Le T1 était celui avec le démarreur seulement du producteur, donc c'était notre témoin sans fertilisation en poste levé. Le T2 comprenait le démarreur ainsi qu'une dose scan, une recommandation scan faite à V6. Donc ça représentait le scénario là, qui se rapproche le plus de ce que les producteurs font actuellement en Montérégie. Le traitement 3 et traitement 4, c'est là qu'on introduisait une dose d'azote tardive. La différence entre les deux, c'est que pour le stade V6, on mettait 2/3 de la dose scan. Ça, c'était le cas dans les 2 traitements. Mais pour le stade V10, on mettait 1/3 de la dose scan que Scan nous avait recommandé à V6. Ça, c'était pour le traitement 3. Alors que pour le traitement 4, on y allait avec 1/3 d'une nouvelle dose scan. Donc, on a recalculé une dose scan de façon tardive là, à la mi-juillet. Et enfin, le T5, c'était notre traitement, si on veut, surfertilisé. Donc, on prenait la recommandation scan, mais on ajoutait systématiquement 30 unités d'azote pour connaître, dans le fond, à chaque site, finalement, c'était quoi notre plein potentiel de rendement qu'on pouvait aller chercher. Et ici, encore une fois, j'illustre ce que Scan actuellement utilise pour faire une recommandation à V6. Puis ici, ce qu'on illustre, c'est qu'est-ce que Scan a utilisé comme données pour sortir une recommandation à V10. Donc, comme on peut voir ici, il y a vraiment plus de jours de données de précipitations réellement tombées qui ont pu être utilisées pour peaufiner la dose Scan à V10. Puis, il y a également une petite partie là, qui était encore de l'ordre de prévision météorologique. Puis, c'est l'équipe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada qui a fait ce calcul-là pour nous. Ce que vous voyez ici, c'est quelques images prises sur le terrain de cette année. Donc, ici, vous voyez que nos parcelles étaient, dans le fond, assez petites. Pourquoi on y est allé avec des petites parcelles plutôt qu'à grande échelle? C'est que pour l'instant, il y a peu de producteurs qui sont équipés d'un système White Drop. Puis comme on voulait quand même faire 4 sites par an à différents endroits en Montérégie, ça nous prenait la souplesse, dans le fond, d'être capable de réaliser des essais à l'endroit, à différents endroits. Puis, dans le fond, le fait que en tout cas, il n'y a pas nécessairement beaucoup de producteurs qui sont équipés de White Drop, ça leur a été compliqué côté logistique là, de les déplacer sur d'autres fermes, puis tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on y est allé vraiment à la main. Ce qu'on voit ici, c'est l'application au stade V6. À ce stade-là, on a incorporé l'azote pour imiter ce que plusieurs producteurs font là, à ce stade-là. Tandis que ici, la photo qu'on voit, c'est la fertilisation qu'on a faite à V10. Donc, on voit ici un trait un peu plus foncé. Donc, ça, c'est le trait d'engrais qu'on a appliqué. Ça imite vraiment là, ce que fait White Drop, c'est-à-dire qu'il laisse l'azote en surface. Par contre, la seule différence, c'est que dans White Drop, on aurait un trait de chaque côté. Mais là, ici, pour une question logistique, on y est allé avec le trait d'un seul côté du rang de maïs. Puis, on utilisait tout simplement des petites bouteilles comme celle-ci pour fertiliser. Donc, on calculait la quantité d'azote nécessaire pour fertiliser un rang de maïs sur une longueur de 12 mètres, puis on répartissait ça à la main là, de façon la plus égale possible. Donc ici, on voit la répartition de nos sites pour cette année. On avait un site à Saint-Jean-sur-Richelieu, un à Marieville, un à Mont-Saint-Grégoire et un à Richelieu. Pour ce qui est des textures de sol, on avait 2 lombes sableux, qui étaient les sites de Saint-Charles en haut et de Mont-Saint-Grégoire tout en bas. Puis, on avait également 2 argiles limoneuses, c'est-à-dire le site de Richelieu, puis le site de Marieville.
Pour ce qui est des rendements, c'est nos deux loams sableux qui ont offert les meilleurs rendements, puis suivi par les deux argiles limoneuses. Pour ce qui est du site N9 qui a eu le moins bon rendement, on pense que c'est surtout dû à une mauvaise levée, peut-être à des insectes du sol de ce côté-là. Donc, c'est ici que je commence à vous présenter les résultats obtenus. J'ai mis un rappel ici de la description des différents traitements. On peut voir ici également là, de façon plus visuelle dans le graphique les traitements et les rendements obtenus. Donc, vous voyez que l'axe de gauche, dans le fond, c'est les doses d'azote qu'on a appliquées. Donc, ça réfère aux bandes ici. Puis, à droite, c'est l'échelle pour les rendements obtenus. Donc, ça, c'est plus indiqué là, par la courbe qu'on voit au-dessus. Si on regarde ici du côté des AWDR à différents stades, donc l'AWDR calculé AV6 versus AV10, on voit que pour les sites N7 et N8, la saison était plus pluvieuse au mois de juin, alors que finalement, on s'en allait plus vers une saison sèche en juillet, parce que la WDR a diminué entre ces deux moments-là. Au site N9, c'est resté similaire, alors qu'au site N10, le mois de juillet était plus pluvieux que ce qui avait été prévu là, au mois de juin. Pour ce qui est de l'impact des précipitations sur la dose CAN, AV6, on voit également que les sites N7 et N8, la dose CAN a été diminuée entre V6 et V10. On voit qu'au site N9, ça n'avait pas bougé. Puis, au site N10, on voit que la dose SCAN avait calculé une dose plus importante à apporter. Ce qui fait en sorte que le traitement T4 ne sera pas pareil d'un site à l'autre. Pour les sites N7 et N8, on voit ici la différence de 15 kg à l'hectare entre le T2 et le T4. Même chose pour le site N8. Le site N10, on a augmenté la dose CAN AV10 de 15 kg à l'hectare. Puis enfin, pour le site N9, puisque les deux doses étaient sensiblement identiques, on a décidé tout simplement de mettre aucun azote à ces parcelles-là pour voir là, si on, dans le fond, s'il y avait un gain ou une économie d'azote à faire de ce côté-là en maintenant le rendement. Donc, on a fait une analyse statistique de Waller-Duncan avec un seuil de 0,05. Ce qu'on peut voir à première vue avec cette analyse-là, c'est que les témoins ont donné un rendement significativement différent à tous nos sites. Par contre, pour 3 sites sur 4, il n'y a pas eu de différence significative de rendement entre les autres traitements, donc entre T2, T3, T4 et T5, sauf au site N9. Mais ici, pour le site N9, je vous rappelle que dans le fond, on n'avait tout simplement pas mis d'azote AV10, donc on avait mis simplement 2/3 de scan AV6, ce qui faisait que ce traitement-là avait reçu beaucoup moins d'azote. Puis, dans le fond, le T4 est ressorti comme étant significativement différent du T3 et du T5. On a fait une autre analyse statistique qui permet de faire ressortir des différences de rendement qu'on n'aurait pas vues avec la précédente. Donc, on a fait des analyses de contraste qui permettent de comparer des traitements 2 à 2, dans le fond. Donc, si on commence par l'analyse du T2 versus T5, on voit, ça n'avait pas ressorti dans l'analyse précédente, mais on voit qu'au site N8, le T2 était significativement différent du T5. Dans le fond, le T5, je vous rappelle que c'était le traitement surfertilisé. Dans le fond, ce qu'on cherchait à vérifier ici, c'est est-ce que finalement le T2 nous a donné le plein potentiel de rendement aux différents sites. Puis on voit que SCAN, dans le fond, a fait des bonnes recommandations de ce côté-là, sauf peut-être au site N8, là, où il y aurait pu y avoir un certain avantage à recommander un peu plus d'azote. Ensuite, si on regarde la comparaison du T2 versus T3. Donc, T2, c'est le scénario de fertilisation qui représente à peu près ce que les producteurs font en majorité actuellement. Tandis que T3, c'est là qu'on commençait à introduire une fertilisation, un double fractionnement, donc une dose AV10. Puis, dans ce cas-là, dans le fond, on voit qu'il n'y a pas eu d'effet négatif au fait de retenir une partie de l'azote et de l'appliquer à AV10, mais il n'y a pas eu non plus de gain de rendement à faire ça.
Ensuite, si on compare le T2 et le T4, encore une fois, le scénario plus largement pratiqué en Montérégie actuellement versus un scénario où on intègre une nouvelle recommandation SCAN AV10. Donc ici, je vous rappelle que ça avait donné des traitements, dans le fond, différents pour T4, là, selon que les précipitations avaient été plus importantes ou plus faibles. Puis on voit ici que pour N7 et N8, on n'a pas obtenu de perte de rendement malgré qu'on ait appliqué 15 unités d'azote de moins dans ces traitements-là que pour le traitement T4 versus T2. Pour le N9, ça n'a pas été, non, ça n'a pas ressorti comme étant significativement différent. Ici, pour T4, là, je vous rappelle qu'au site N9, on avait complètement omis de mettre un tiers de l'azote à B6. Puis pour le site N10, on a augmenté la dose d'azote, mais on n'a pas eu de gain de rendement lié au fait d'augmenter la dose d'azote. Puis enfin, pour le T3 versus T4, c'est similaire. Dans le fond, malgré que la dose d'azote à T4 elle a été diminuée de 15 unités d'azote, on n'a pas eu de perte de rendement. Quand au site N10, on a augmenté la dose d'azote, on n'a pas eu de gain de rendement non plus. Puis au site N9, comme on avait omis complètement de mettre un tiers de l'azote à V10, ben là ici, par contre, il y a eu un impact là, sur le rendement obtenu. Ensuite, ma collègue Stéphanie Brazeau, qui est agroéconomiste chez Pau Conseil, a produit une analyse économique avec nos résultats. Elle a pris en considération dans son calcul le rendement de nos différents traitements, l'agri-investissement, l'Agri-Québec, le coût de la dose d'azote, le coût d'application à forfait fait par Y-Drop, le frais de séchage du grain, les frais de transport de mise en marché. Puis également, on a inclus dans le calcul une deuxième recommandation SCAN, mais ça, c'était seulement pour le T4. Puis vous voyez ici là, les différents coûts utilisés, donc coût de l'azote, coût de l'application à forfait par Y-Drop, coût du séchage, mise en marché, transport, puis coût de la nouvelle recommandation SCAN. Ce prix-là est à 5 $ à l'hectare. Donc, pour ce qui est des résultats obtenus, on voit que lorsque en fait, Y-Drop, donc la fertilisation tardive, a été utilisée pour mettre exactement la même quantité d'azote qu'à T2, il n'y a pas eu de gain économique dans beaucoup de sites, là, seulement au site N9, alors qu'il y a eu des pertes économiques là, dans 3 sites sur 4. Puis, d'un autre côté, dans le fond, lorsqu'on a utilisé la fertilisation tardive pour mettre moins d'azote à V10 qu'on en avait mis à V2, on a eu un gain économique pour les 2 sites où c'est arrivé. Lorsqu'on s'en est servi là, pour mettre moins d'azote, plus d'azote, dans le fond, on n'a pas eu de gain économique à faire ça. Puis, lorsqu'on a omis complètement de mettre un tiers de l'azote, ben là, on a eu des pertes. Donc, je pense que ce qui est important à retenir, dans le fond, c'est que pour l'instant, l'orientation qu'on voit un peu, c'est que c'est plus lorsqu'on diminue la dose à V10 qu'on semble pouvoir aller chercher un gain. Puis pour ce qui est des réductions des émissions potentielles de GES, donc on a pris en considération la dénitrification. On a pris exactement la dénitrification d'une partie de l'azote qui est perdue sous forme d'ammonium par la volatilisation, puis sous forme de nitrate lors du lessivage. On a inclus également dans le calcul le CO2 qui est émis lors du deuxième passage de machinerie, puis également le CO2 lié à la fabrication d'engrais qui est un processus énergivore. Puis, dans les résultats que je présente ici, c'est seulement pour le T4 au site N7 et N8 parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on avait un potentiel de réduction des GES concret. Donc, ici, si vous vous rappelez, on avait diminué la dose d'azote pour maintenir un rendement équivalent. Puis, dans ce cas-là, les réductions étaient de l'ordre de 230 kg d'équivalent en CO2. Donc, ça représentait environ 6,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre là, du traitement T2. Donc, pour ce qui est de la suite du projet, dans le fond, on va peut-être, en tout cas, on pense à
aller intensifier un peu l'écart entre nos doses d'azote, c'est que, comme vous avez vu, on a fait varier de 15 kg à l'hectare, mais ça ne donnait pas de différence de rendement significative, mais on pense que cette dose-là d'azote n'est pas, cette différence-là n'est pas assez importante pour que ce soit mesurable dans nos parcelles. Donc, on va peut-être changer ça là, pour l'an prochain. Puis, on ajouterait aussi d'autres doses pour être capable de, à chaque site, établir la courbe de réponse du maïs à l'azote. Puis, enfin, on va poursuivre avec 4 sites par année pour les 2 prochaines années. Donc, les sites vont commencer à être sélectionnés au courant de l'hiver. Donc, s'il y a des producteurs intéressés, vous pouvez nous faire signe. Puis, les résultats finaux seront présentés en 2020 et on va tenter de garder à jour notre site Internet là, si ça vous intéresse d'avoir de l'information au fur et à mesure du projet. En terminant, avant que ma collègue Evelyne poursuive avec sa présentation, je veux remercier le MACPAC pour l'aide financière octroyée dans ce projet par l'entremise du Fonds vert en vertu du programme Prime vert volet 4. Et je veux remercier également plusieurs collaborateurs, donc premièrement les producteurs participants, également M. Gilles Tremblay du MAPAC pour les analyses statistiques, M. Nicolas Tremblay, Mme Edith Fallon et M. Carl Bellec d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour leur conseil là, côté scientifique pour le projet, puis également pour la recommandation SCAN AV10. Merci à EFIGIS pour la recommandation SCAN AV6. Merci à M. Marc Richard de la compagnie EcoPlus pour fournir l'engrais pour nos parcelles. Merci au Sérum pour le traitement là, des données de récolte. Puis merci également à tous nos collaborateurs là, chez ProConseil. Oui, donc je vais aller m'assurer que tout est beau du côté des questions. Il n'y avait personne qui avait de main levée. Parfait. Bon, donc, on va maintenant aller sur ma présentation. Si vous avez des questions... Oh, voilà, j'ai une question qui vient de... OK. Ah, merci Raphaël. Bon, parfait. Merci pour... est-ce qu'un j'ai une question ici. Est-ce qu'un producteur qui n'est pas membre pourrait participer à l'étude? Raphaël? Ben, on n'a pas établi de règles là-dessus, donc il pourrait nous contacter, puis on va voir le... Sûrement que ça se pourrait, là. Oui, effectivement, là, ça nous intéresse d'avoir des sites variés. Bon, fantastique. Fait que s'il y en a d'autres qui sont intéressés, vous pourrez faire signe à Raphaël. Donc, je vais commencer ma présentation. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'azote à taux variable. C'est un projet qui se terminait cette année, qui était sur 2 ans. Puis, ben, c'était de voir la capacité avec le concept scan de faire des cartes à taux variable. Oh, une autre question. J'ai mal compris le calcul du gaz à effet de serre. Oui. Est-ce que Raphaël, tu veux revenir ou à la fin sur le calcul? Bon, on peut le faire tout de suite. Attendez une seconde. On va juste revenir dans la présentation. On n'était pas très loin. C'est que j'ai pas nécessairement inclus mon tableau où j'écrivais toutes les données. Je pourrais vous le faire parvenir si vous voulez. Dans le fond, pour ce qui est de la dénitrification de l'azote, on considère qu'environ 0,017 kg de N sous forme de N2O par kilogramme d'azote, dans le fond, qu'on met au champ. Donc, ça, c'est vraiment des pertes directes sous forme de N2O de l'azote qui ont lieu dans le champ. Ensuite, il y a une partie de cet azote-là aussi qui va être perdue sous forme de volatilisation, sous forme de NH4, donc d'ammonium. Il y en a une partie aussi qui va être perdue sous forme de lessivage, donc de nitrate. Puis dans cette partie-là qui va être perdue à l'extérieur du champ, les scientifiques ont établi qu'il y avait une certaine proportion de cet azote-là qui allait se transformer sous forme de N2O. Le N2O, dans le fond, c'est un gaz à effet de serre important. Là. Il est 298 fois plus... en tout cas, il contribue énormément au réchauffement de la planète là, comparé au CO2. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, pour ce qui est des pertes directes sous forme de CO2, il y a les pertes liées au deuxième passage de machinerie. Puis, il y a les pertes également liées à la fabrication d'engrais. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Mais oui, on pourra faire parvenir à la personne, on a son adresse courriel, fait qu'on pourra faire parvenir. S'il y a d'autres intéressés, on peut fournir ces données-là aussi.
OK, c'est bien. Les questions, ça montre de l'intérêt. C'est bien. Bon, c'est ça. J'enclenche sur azote à taux variable. Donc, le plan de la présentation, je vais faire une mise en contexte, parler de l'objectif et du dispositif du projet. Ensuite, je vais parler des aspects scan dans l'azote à taux variable, les aspects techniques pour l'application, les résultats du projet en 2016 et 2017 et ce qui s'en vient pour l'avenir. Donc, on sait que quand on applique l'azote présentement, c'est de façon uniforme dans des champs qui ne sont pas uniformes. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'en met pas assez, puis il y a des endroits où on en met trop. Puis, c'est reconnu que plus le champ va être variable, plus on va avoir avantage à appliquer de l'azote à taux variable, plus on va voir un retour sur investissement. Donc, sachant cela, puis on avait des producteurs au club qui étaient équipés avec tout ce qu'il faut pour mettre de l'azote à taux variable au champ, qui nous demandaient de leur faire des cartes d'application. En regardant ça, on essayait de voir quel modèle on pouvait utiliser pour faire les recommandations, puis on trouvait pas de base scientifique solide pour faire ces cartes-là, donc d'où l'idée de faire le projet. On avait vu des présentations sur Scan qui semblaient prometteurs pour faire de l'azote à taux variable, même si Scan est vraiment fait pour faire des doses uniformes, trouver la dose uniforme optimale pour l'azote en poste levé dans le maïs grain. Donc, nous, c'était vraiment de voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme gain dans le taux variable avec le modèle Scan, qui est présentement le modèle de recommandation d'azote le plus éprouvé scientifiquement pour l'Est du Canada. Alors, c'est ça, comme Raphaël l'a bien expliqué tout à l'heure, on peut ajuster les doses d'azote en fonction de la météo, du type de sol, puis de la vigueur de la culture. Vous voyez ici dans la carte pédologique que j'ai mis, les textures de sol peuvent être vraiment très variables dans un champ. On voit qu'on a deux types de sols différents qui vont pouvoir avoir une valorisation différente de l'azote. Donc, avec le modèle Scan, on pouvait créer une carte d'application d'azote à taux variable. Le dispositif qu'on a fait, on cherchait des champs qui étaient les plus variables possibles en maïs grain. Puis, il ne fallait pas qu'il y ait de précédents organiques, fumier, lisier, MRF. Ça nous prenait un système RTK du producteur là, qui pouvait appliquer de l'azote à taux variable parce que nos parcelles étaient à la grandeur du champ. Ça prenait un capteur de rendement sur la batteuse. Il fallait que l'azote soit fractionné en 2 fois, au démarreur, puis après ça, vers V6. Puis, je cherchais 2 champs chaque année qui étaient dans un rayon de 20 km parce que pour la photo satellite, qui était assez coûteuse, je voulais prendre juste une photo. Donc, il fallait que les champs soient quand même assez proches. Puis vous voyez ici le dispositif. On avait 4 bandes avec une dose à taux variable. Donc, la dose variait tout le long de la bande, qui est ici en jaune. Puis, on avait une dose aussi uniforme, qui était la dose d'azote que le producteur mettait normalement en rouge ici. Puis, comme je disais, cette bande-là faisait la longueur du champ. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, notre parcelle faisait 7,5 hectares. Donc, SCAN, comme on disait, c'est un acronyme formé par les mots sol, culture, atmosphère et N pour azote. Ça a été développé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, puis maintenant, c'est commercialisé par Efigis. Puis, c'est un algorithme qui permet de calculer la dose d'azote. Puis, quand on rajoute le taux variable, on peut mettre, en plus de la pluviométrie puis de la texture de sol, on peut mettre l'état de la culture pour calculer nos doses. Puis, dans les autres critères qui sont utilisés, les informations sur le taux de matière organique, le potentiel de rendement, le coût de l'engrais, le prix de vente estimé, tout ça, ça va être considéré dans la dose. Puis, vous voyez là-dedans que, il y a la texture de sol, l'état de la culture, le taux de matière organique, le potentiel de rendement. C'est tous des critères qui peuvent varier dans le champ, donc on peut faire varier dans la dose à taux variable. Alors, si je regarde la première variable qu'on regardait, le sol, la texture de sol, un outil qu'on utilise beaucoup pour la déterminer, c'est les études pédologiques qui sont disponibles facilement.
Par exemple, nous, où est-ce qu'on faisait nos parcelles, c'était celle du comté de Verchères, qui est quand même récente, qui est détaillée à une échelle de 1/20 000. Quand on a choisi nos champs, on regardait l'étude pédologique, puis dans ce cas-ci, on se disait, ah, mais c'est bien, en vert, vous voyez, c'est de l'argile limoneuse. En jaune, on avait du loam. Puis après ça, en orange, on avait du loam sableux. On se disait merveilleux, c'est un champ vraiment variable. Puis, on a presque le quart du champ qui est en argile limoneuse, donc on devrait pouvoir faire du beau taux variable là-dedans. Mais c'est mentionné dans les études pédologiques qu'on ne devrait pas utiliser ça au champ parce qu'il y a seulement une ferme sur 3 qui a fait l'objet de prospection au moment de l'étude pédologique, puis ça fait environ une observation aux 5 hectares. Donc, ça fait que les doses, les textures peuvent varier l'emplacement des différentes textures. Donc, nous, on voulait caractériser nos sols avant de préparer nos cartes d'application à taux variable. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il y a plusieurs sites sur lesquels on a fait des VERIS, mais là, je vous présente une autre manière de caractériser les sols qu'on a utilisés, qui est aussi intéressante. C'est à partir des réflectances des sols nus qu'on a créé la carte des textures. Ça a été fait avec Effiegis. Puis, dans le fond, en regardant les couleurs du sol nu au printemps, on peut déterminer différentes zones. Puis après ça, on a calibré ces zones-là avec des granulométries. On est allé prendre 14 granulométries dans un champ d'environ 10 hectares. Donc, on est vraiment allé valider chaque couleur de pixels. Qu'est-ce que ça donnait comme agrégation, puis après ça, comme texture de sol. Là, je ne veux pas aller trop dans le détail, puis je veux vous dire qu'il va y avoir un feuillet technique sur la production de cartes de prescription d'azote à taux variable qui va être produite dans le cadre du projet d'ici le 31 mars 2018, qui va être diffusé via AgriRéseau, puis que toutes les étapes vont être détaillées là-dedans. Donc, si vous voulez vous lancer dans ces calculs-là, les étapes vont être mieux détaillées là. Donc, c'est ça là. Vous voyez ici à gauche la carte de texture de sol avec l'étude pédologique. Puis, finalement, la vraie carte de texture qu'on a produite dans le cadre du projet. Puis, on voit que c'est vraiment différent. Finalement, on n'a presque pas d'argile dans notre champ. Puis, si on regarde la partie jaune, ben, le loam n'est pas distribué du tout de la façon dont on s'y attendait. Puis, notre champ était beaucoup moins variable qu'on l'escomptait. Donc, c'est vraiment intéressant de faire l'exercice pour voir si nos champs sont aussi variables que les cartes pédologiques le disent. Ensuite, un autre variable qu'il fallait qu'on prépare avant le calcul de la dose SCAN, de la dose d'azote, c'était la vigueur de la culture. Ça, c'était fait avec l'indice de suffisance en azote, le NSI. Puis ça, c'était produit à partir d'une photo satellite qu'on faisait où on mesurait la chlorophylle. Donc, on mesurait la couleur des plantes pour voir la vigueur de la culture. C'était une image qui était prise autour du stade V5, V6. Ici, vous voyez une photo qu'on a prise le 18 juin 2017 sur un de nos champs. Où est-ce que vous voyez des couleurs plus rouges, plus chaudes? C'est les endroits où la culture était plus vigoureuse. Puis les endroits des couleurs froides, là, bleues, c'est des endroits où la culture était moins vigoureuse. Donc, ça, c'est produit à partir d'une image satellite avec les couleurs visibles, puis le prochain infrarouge. Puis, prendre les photos satellites, c'est toujours un défi parce que, par exemple, en 2016, c'était ma collègue Sophie Cabot qui avait géré le projet, puis qui pendant 2 semaines essayait de voir quand la photo pouvait être prise. Normalement, comment ça fonctionne quand on commande une photo? Nous, on l'a acheté avec Effiegis. C'est qu'on dit les 2 emplacements, on dit l'emplacement où on veut notre photo. Puis après ça, à partir du moment où on déclare qu'on veut qu'ils prennent la photo, à chaque fois que le satellite passe au-dessus de notre champ, il va s'orienter vers notre champ puis
il va regarder s'il y a trop de nuages ou s'il peut prendre la photo. Puis à partir du moment où il prend la photo puis qu'il y a moins de 10% de nuages sur la photo, ben on est obligé de l'acheter. Donc, vous voyez qu'en 2006, on a été malchanceux parce que il n'y avait pas beaucoup de nuages, mais il était exactement sur notre champ, en rouge ici. Donc, on n'a pas eu de photos satellites pour un de nos deux champs. Mais il y a de plus en plus de satellites qui passent puis qui sont disponibles pour prendre des photos. Puis, les coûts ont vraiment diminué. Ça, c'était un autre aspect intéressant. Ça nous a coûté 4 300 $ pour cette photo-là en 2016. Puis, en 2017, déjà, les coûts étaient rendus à 1 500 $ pour la même grandeur de photo avec une résolution un peu plus faible. Donc, ça montre que c'est des technologies qui vont devenir de plus en plus abordables et intéressantes. Mais cette année aussi, il y a eu beaucoup de nuages au moment où on voulait prendre la photo, puis c'est un peu stressant. Mais on a réussi à avoir une belle photo finalement. Ensuite, comme Raphaël le disait, la WDR, la météo va beaucoup influer sur la dose d'azote. Donc, on avait des stations météo sur chacun de nos sites. Puis, on avait la météo retransmise en direct sur Internet. Donc, ça, c'était intéressant pour les producteurs. Ils pouvaient suivre tout au cours de la saison la pluviométrie, puis savoir s'ils pouvaient aller au champ ou pas. Puis, nous, ça nous servait pour calculer la pluviométrie les 15 jours précédant l'application, puis de voir, c'est ça, l'abondance puis la distribution de ces pluies-là. Donc, vous voyez sur le graphique ici, chaque point, c'est une précipitation, puis on voit là que sur le côté en millimètres, à chaque fois, c'était combien. Donc, pendant les 15 jours, dans l'application du 3 juillet, il y avait eu plusieurs pluies de 3 mm et plus. Puis après ça, on prend les 15 jours, les prévisions 15 jours après pour compléter le calcul. Donc, pour vous donner un exemple, voici une des cartes d'application qui ont été produites. Ça, c'est des cartes d'application en 2017. Puis cette carte-là, on l'a produit plusieurs fois parce que le producteur n'avait pas pu appliquer finalement. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on voyait comment les doses variaient selon les variables qu'on ajoutait, puis le temps qui avançait avec la météo qui changeait. Donc ici, à gauche, vous aviez la première carte qui a été générée. Le producteur voulait piquer l'azote, on n'avait pas réussi à prendre notre photo, donc on a dit, bon, on a quand même une bonne variation avec le type de sol, on y va. Puis, vous voyez que ça variait entre 47N puis 63N, les doses qu'on appliquait. Puis, c'était sans la photo satellite. Donc, on n'avait pas le facteur vigueur de culture. Ensuite, finalement, le producteur a appliqué. Puis, on a pu rajouter le calcul du NSI dedans. Puis, il s'est mis à pleuvoir de plus en plus. Donc, la WDR a mis à augmenter. Donc, on a reproduit la carte 2 autres fois. Puis ça, c'est la dernière carte qui a été appliquée finalement. Puis, on voit ici que finalement, les doses variaient entre 56 et 75. Donc, on voit qu'il y a déjà une bonne différence. Puis, si j'attire votre attention sur la couleur jaune, j'ai ici le même code de couleur, si on n'était pas dans le même intervalle. En jaune, on était autour de 16 gallons d'arc de 32. Vous voyez que le 15 juin, c'était vraiment une partie minoritaire du champ, alors que rendu au 3 juillet, 16 gallons à l'arc faisait presque la majorité du champ. Donc, on voit qu'il y avait vraiment eu une influence du NSI et de la météo dans la dose appliquée. Les équipements qui étaient testés, c'est ceux qui étaient chez les producteurs. Donc, on a essayé avec un moteur John Deere 2630 avec un rate control qui était avec des buses. Il y avait aussi un autre producteur qui avait un moniteur de John Deere aussi, mais avec les wire drops, comme Raphaël le disait, puis ça lui permettait son haut dégagement de pouvoir appliquer plus tard. Puis, on avait un moniteur Ag Leader Integra avec des buses Arjo. Puis, au début du projet, les équipements ont été calibrés
pour s'assurer qu'on était, de connaître dans le fond l'intervalle dans lequel on pouvait mettre les doses pour faire une carte d'application qui était réaliste. Puis une fois qu'on a fait ça, cette belle carte-là, il faut que ça marche quand ça rentre dans l'ordi, dans le tracteur. Donc, il fallait vraiment, s'assurer qu'on était dans le bon système comme le producteur était habitué d'appliquer, donc soit en gallons à l'acre ou en litres à l'hectare. La première année, on a fait des longues bandes, puis il était orienté nord-sud. Puis là, une fois que le producteur essayait d'appliquer, ça posait problème selon l'orientation du champ. Donc, vraiment, de faire un grid carré de 10-15 mètres, c'était la meilleure option. C'est ce qu'on a fait en 2017, ça a très bien fonctionné. Puis, ici, j'ai mis les spécifications techniques pour intégrer dans un moniteur John Deere ou AgLeader. Encore une fois, ça va être dans le feuillet technique, puis c'est vraiment de s'informer avant aussi auprès du représentant de la machine pour être sûr que quand on est rendu au champ, ça marche. Donc, ce qui a été fait comme essai en 2016 et en 2017, on a fait ça chez 3 producteurs différents dans 4 champs. 4 champs au total. Donc ici, je vous ai mis les quantités totales appliquées, incluant le démarreur de 50 unités. Donc, vous voyez que pour le site 1, la dose du producteur était de 163 kg à l'hectare, alors que la dose scan variait entre 186 et 191. Le site 2, en 2016, le producteur mettait dans son champ 198, alors que la dose scan, elle, qui était recommandée, variait entre 152 et 159. Le producteur du site mettait 192, puis notre dose 4 variait entre 194 et 241. Puis finalement, notre site 4, le producteur mettait 2 sites à taux uniforme, puis la dose 4 variait entre 193 et 221. Alors, les résultats. Si on regarde notre premier site, ici, on a les rendements moyens dans les parcelles scan taux variable versus le taux fixe. Alors, on voit ici que en moyenne, dans le taux variable, on a eu 12,7 tonnes à l'hectare, alors qu'au taux fixe, on a eu 12 tonnes à l'hectare. Cependant, il faut souligner que la variation était vraiment pas grande dans nos doses à taux variable parce qu'on n'avait pas de photosatellite. Puis, le producteur avait mis vraiment beaucoup moins d'azote. Donc, on peut dire que le gain était probablement plus parce qu'on avait trouvé la dose optimale avec scan versus d'avoir fait le taux variable. Ensuite, je suis allée un petit peu trop vite. Le site numéro 2, là, vous voyez les rendements encore en grains secs. Pour le traitement scan à taux variable, on a une moyenne de 10,5 tonnes à l'hectare. Dans les parcelles taux fixe, on avait 11,3 tonnes à l'hectare. Puis, il faut dire quand même que dans le reste du champ, qui était aussi à taux fixe, là, avec la même dose, on était à 11,03 tonnes à l'hectare, mais quand même, scan taux variable a moins bien performé dans ce champ-là. Encore une fois, il y avait vraiment une grosse différence entre les deux doses. Puis, il y avait un questionnement à savoir si le taux variable avait influé sur la recommandation de scan. Puis, normalement, l'algorithme a été corrigé par la suite pour aller encore mieux. Ensuite, j'arrive avec les résultats 2017. Malheureusement, j'ai juste un site qui est prêt, l'autre est encore en analyse. Fait que je vais vous présenter le site 3. Donc, vous voyez ici la dose producteur qui était de 192, la dose scan 194 à 241. Puis, le producteur était intéressé aussi à essayer une autre technologie d'azote à taux variable, l'OPTRX, qui est commercialisée par Inotag. C'est un système de recommandation qui comporte un lecteur de chlorophylle directement sur l'applicateur d'azote qui va lire en temps réel l'état de la culture, puis qui va recommander dans un intervalle la dose en temps réel aussi. Donc, il tient seulement compte
de l'état de la culture, pas de la météo ni du type de sol. Puis, c'est le producteur qui détermine quel est l'intervalle. Donc, il va dire, je peux mettre entre temps et temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ça au dispositif. Fait qu'on a encore nos parcelles uniformes producteurs en rouge, nos doses à taux variable en jaune, puis on a rajouté 4 parcelles au PTRX, 2 de chaque côté du dispositif. Donc, ici, je vous l'ai ramené sans le démarreur là, pour voir la dose qui était appliquée en poste levé. Donc, vous voyez ici l'intervalle qui était appliqué pour la dose CAN versus l'intervalle qui était appliqué pour l'OPTRX. Puis ici, j'ai mis le graphique sur l'azote qui a été appliqué au fractionnement. Donc, on voit qu'en moyenne, l'OPTRX a appliqué 162 unités d'azote versus SCAN qui en avait appliqué en moyenne 156, puis le taux fixe en mètre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les coefficients de variation qu'on voit montrent que les doses ont varié plus avec SCAN que dans le taux fixe, on s'y attend, c'est uniforme. Mais dans l'OPTRX, finalement, les doses n'ont pas varié tant que ça. Puis, si on regarde les résultats, le rendement en grain, pour SCAN à taux variable, on a eu 12 tonnes à l'hectare en moyenne. Pour le taux fixe, on a eu 11,9 tonnes. Puis l'OPTRX, on a eu 11,9 tonnes. Donc, les traitements à taux variable SCAN ont donné 0,15 tonnes de plus que le taux fixe, puis 0,6 tonnes de plus que l'OPTRX. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion. Au vu des résultats qu'on a eus sur 2 ans, on doit conclure que le taux variable n'est pas rentable de façon prévisible. On ne peut pas dire tout le temps que ça va bien fonctionner. Puis, on a réalisé que nos champs, finalement, étaient moins variables qu'on le pensait. Donc, il faut se demander si il vaut mieux viser vraiment la dose optimale d'azote de manière uniforme ou trouver des champs encore plus variables pour rentabiliser l'équipement à taux variable. Mais il faut dire que l'algorithme SCAN, il est toujours en apprentissage, puis plus il y a de données à l'intérieur, plus il va pouvoir faire des recommandations précises. Puis notamment, si on tenait compte du rendement prévisible de différentes zones du champ en utilisant les cartes de rendement, on pourrait probablement aller encore plus raffiner les doses. Donc, pour la suite, WebScan, c'est commercialisé par Effigies depuis l'été passé. C'est possible de calculer une dose uniforme pour chaque type de sol qu'on a, avec des frais pour chaque recommandation, comme Raphaël disait, $10 l'hectare. Puis si quelqu'un voulait faire une recommandation à taux variable avec SCAN, il pourrait calculer son NSI, que ce soit avec une image multispectrale prise avec un drone ou avec une photo satellite, puis le fournir à Effigies avec une couche pour la description des différents types de sols sur la ferme. Puis ça pourrait être calculé chez Effigies déjà en 2018. Puis en 2019, normalement, ça devrait être intégré dans la plateforme d'Effigies pour faire des recommandations à taux variable directement sur la plateforme. Donc, je vous ai mis le lien. Jusqu'au 28 février, vous pouvez aller faire un essai gratuit pour aller voir comment ça fonctionne. Puis, comme je vous le disais, il va y avoir un feuillet technique qui va mieux décrire toutes les étapes qui va paraître d'ici le 31 mars. Donc, si vous voulez savoir précisément en géomatique ce qu'il y a à faire pour faire les recommandations, tout va être détaillé là-dedans. Puis, on perd pas espoir. On a déposé un autre projet pour du taux variable pour essayer d'arriver enfin à un modèle. Oh, j'ai une question, une seconde. Oui. Oh là là. Un nouveau projet qui est déposé, qui est pour voir est-ce que le taux uniforme SCAN versus des doses à taux variable pourrait être intéressant si on tient plus compte de l'état de la culture. Puis,
on le ferait vraiment avec des bandes de référence à grande échelle où on ferait varier les doses d'azote pour vraiment encore mieux calibrer le NSI, pas juste fonctionner avec une photo satellite. Puis on voudrait aussi comparer avec une dose économique optimale pour pouvoir voir l'efficacité des différentes techniques là, pour trouver vraiment c'est quoi la meilleure manière pour avoir la bonne dose d'azote. Donc, les travaux ont été faits grâce au programme Innovation avec l'aide d'IMAPAC et de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Puis, je veux remercier les producteurs qui ont participé, l'équipe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Nicolas Tremblay, Philippe Lignot, Edith Fallon et Carl Bellec, qui ont vraiment été d'une grande aide. Merci à Yacine Bouroubi des Figis, Michael Audet d'Inotag, Adrien Douel de William Wood et l'équipe de Pau Conseil. Puis, je peux encore m'essayer pour des questions. Je ne sais pas si